Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. On lit dans le journal Le Petit Caporal du 6 avril 1880 qu'un crime monstrueux a été commis à la ferme de Villers-sous-Erquerie, une annexe de l'asile de Clermont, dans l'Oise. Le cadavre d'un nommé Appert, 19 ans, a été découvert à 3 kilomètres de son lieu d'internement. Son cou était entouré d'une corde et son bras gauche fracturé en 2 endroits. On ne peut donc douter qu'il s'agisse d'un crime et du début d'une sale affaire. Le crime date déjà de plus d'1 mois. Voici dans quelles circonstances il aurait été commis. Le 3 mars 1880, un gardien de l'asile nommé Deneux donne l'ordre au jeune Appert de se rendre au travail avec d'autres aliénés. Appert refuse d'obéir. Le gardien fait part de ce refus au gérant de la ferme nommé Estoret. Celui-ci entre dans une colère noire. Il se rend près d'Appert et le frappe tant et si bien avec sa canne qu'il la casse sur sa tête. Le malade se saisit d'une pelle pour se défendre et frappe son agresseur. 2 gardiens parviennent à maîtriser le jeune homme. Mais Estoret enrage, part chercher un manche de fourche à l'écurie et ordonne qu'on conduise le fou à la salle de bain pour lui donner un bain glacé. Il l'y rejoint, le fait déshabiller et commence à le frapper. Il lui fracture le bras en 2 endroits. Sa rage apaisée, il interdit aux témoins de la scène d'en parler à qui que ce soit. Estoret ordonne qu'on panse le blessé avec de l'alcool camphré. Pas la peine de le montrer au médecin. Mais la blessure s'envenime. Le bras fracturé se putréfie et l'état général d'Appert inspire de graves inquiétudes. 5 jours plus tard, le gardien à l'avant fait remarquer à Estoret qu'Appert porte des marques de blessures et que son bras est cassé. Il faudrait l'emmener à l'infirmerie de la maison principale, non ? Estoret affirme qu'il va s'en occuper lui-même, et tout de suite. Il fait monter le malade dans sa voiture à cheval, l'y attache et les voilà partis. Mais pas vers Clermont. Il se dirige à travers champs, au grand étonnement du surveillant nommé Leclerc. 1 heure plus tard, Estoret est de retour, ce qui étonne à nouveau les gens de la ferme. Estoret ne sait pas que 2 gardiens qu'il déteste, Chenot et Leclerc, l'observent alors qu'il se dirige dans la plaine avec sa voiture. Ils le suivent et le voient fouiller un silo de pommes de terre à 6 heures du soir, puis creuser. Pourquoi faire ? Leur doute se transforme en certitude quand Estoret revient en disant qu'Appert a disparu. Il raconte qu'en conduisant Appert à Clermont, il s'est arrêté au pont de Pierre pour boire un verre avec un employé de chemin de fer. Il a demandé au malade de descendre de voiture pour tenir la bride de son cheval. Quand Estoret est sorti de l'estaminet, Appert avait disparu. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. Mais pour Chenot et Leclerc, Estoret a tué Appert, c'est évident. Et c'est ce qu'ils disent au directeur. Le directeur ordonne donc des recherches dans le champ. Des recherches dirigées par Estoret. Devinez quoi ? Elles ne donnent rien pendant 2 jours. Alors le directeur se met en rogne et menace les 2 gardiens qui diffament un gérant honnête. Ils ont 2 heures, pas 1 minute de plus, pour retrouver le cadavre. Sinon, il les chasse. Il leur faut moins de temps que ça. Chenot se rend à l'endroit où il a vu Estoret creuser et creuse à son tour. Le fou est là, allongé sur le dos avec un bras en écharpe et une corde autour du cou. On informe du crime M. Parmentier, substitut du procureur. Il envoie avant lui 2 gendarmes qui se présentent à la ferme. Estoret leur demande s'ils viennent pour lui, mais ils ne savent pas et expliquent que le substitut arrive et en sait plus qu'eux. Estoret se propose d'aller au-devant de lui et enfourche un des meilleurs chevaux de la ferme pour partir à bride abattue vers Compiègne. Là, il prend un train pour une destination inconnue. Voilà les faits tels que dévoilés par la presse début avril 1880. Pour que cette histoire soit compréhensible, il faut vous en dire plus sur les asiles en France au XIXe siècle. Vous avez sans doute entendu parler de la Salpêtrière, et certainement pas en bien à l'époque.
En 1838, sous la monarchie de Juillet, la France vote la loi sur les aliénés. C'est une loi qui s'inscrit dans le cadre général de la lutte contre la misère et la pauvreté. Elle oblige chaque département à se doter d'un asile pour accueillir les malades mentaux qu'on appelle les aliénés ou les fous. Cette loi cherche aussi à lutter contre les internements abusifs. Car avant elle, n'importe qui pouvait faire interner quelqu'un, ce qui parfois provoquait des conflits, notamment au sein de certaines familles. Malheureusement, il s'avère facile de détourner cette loi de 1838. Le placement des malades dans les nouveaux asiles est dit volontaire ou d'office. N'allez pas croire que placement volontaire signifie que le malade se présente de lui-même à la porte de l'asile. Toc toc toc, bonjour monsieur, c'est pour me faire interner. Non, le placement volontaire est demandé par un tiers, le plus souvent un membre de la famille. Vous voyez la porte ouverte au placement du conjoint, ou plus souvent de la conjointe, qu'on ne supporte plus et qu'on fait enfermer? Le placement est dit d'office quand il est demandé par l'autorité publique. Dans ce cas, il nécessite un avis médical ainsi que l'autorisation du préfet. C'est plus officiel, quoi. Cette loi de 1838 provoque une augmentation considérable du nombre d'internés. Tant et si bien qu'avant la fin du siècle, il y a plus d'internés que de prisonniers en France. On sait qu'en 1875, il y a environ 40 000 internés dans tout le pays. C'est bien simple, la France est le pays où le nombre d'aliénés par habitant est le plus élevé. Mais de leurs conditions de vie, on ne sait rien. Les asiles sont des lieux à part et discrets. On n'y accueille pas les visiteurs et les journalistes à bras ouverts. Le crime qui vient d'avoir lieu dans celui de Clermont le place sous les feux de la rampe. L'asile de Clermont de l'Oise est un asile privé et laïque, détenu et dirigé depuis plusieurs générations par la famille Labitte. Je vais essayer de ne plus prononcer ce nom afin de garder toute votre attention. L'asile de Clermont a le statut de maison privée faisant office d'asile public. Il n'y en a que 2 en France. En 1880, c'est aussi le plus grand asile du pays et un modèle de réussite à en croire les aliénistes, ces médecins chargés de soigner les malades. Il y a des pensionnaires dont la famille paie la pension, mais ils ne sont pas en majorité. Clermont accueille principalement des indigents dont la pension est payée par le département. En 1880, on compte 1800 patients, ce qui est énorme et fait de lui l'asile le plus peuplé de France. À l'époque, on considère la folie comme une maladie morale due aux passions de l'âme. Le médecin doit comprendre la logique propre à son patient aliéné, puis faire en sorte de l'éloigner de sa folie. Médecins et patients doivent donc être proches. Mais dans ces immenses asiles où un médecin s'occupe en moyenne de 500 malades, comment mettre en œuvre un tel traitement ? Les dirigeants de Clermont sont conscients que c'est impossible. Ils ont mis en place une autre forme de cure, celle des colonies agricoles. L'établissement se compose donc de l'asile proprement dit, en pleine ville, et de 2 fermes, dont celle de Villers. Ce sont les malades les plus calmes et les plus laborieux qui sont envoyés dans les champs, explique le directeur. Ils ne subissent plus de traitement de choc, comme c'est le cas à Clermont même. Ils travaillent et se réhabituent progressivement à la liberté. Appert, par exemple, pensionnaire indigent à 19 ans, est un aliéné calme, très doux même. Mais il entre dans des accès de fureur quand on lui parle avec autorité et qu'on le menace. Il a été placé à Clermont à la suite d'une rixe dans laquelle il a manqué de tuer son père, nous apprend le Petit Parisien. Ce système est cité en modèle par la profession. C'est une utopie devenue réalité dans laquelle la violence a disparu. Là règne l'ordre et le calme nécessaires au rétablissement des aliénés. Le médecin-chef, dans sa sagesse, attribue à chacun le travail qui lui convient le mieux. Dit comme ça, c'est vrai que c'est idéal. Mais dans les faits, il en va autrement. Car le médecin-chef, débordé bien sûr, ne visite les fermes qu'1 fois par semaine. Il délègue la répartition du travail à d'autres qui connaissent bien mieux qu'eux les malades. À Estoret, par exemple, qui est chef de culture à la tête de l'exploitation depuis 17 ans au moment du drame. Il a une 50aine d'années, il est riche et intelligent. Il est aussi emporté et brutal. C'est pourquoi le personnel le craint. Il a sous ses ordres toute la ferme, les gardes, les employés et les malades capables de travailler. C'est lui aussi qui a les clés de l'infirmerie
et peut donc administrer, ou pas, les traitements qui lui semblent adéquats alors qu'il n'a aucune formation médicale. Que dire de la surveillance ? Quand Escoret revient à la ferme sans appert le 3 mars, il déclare que le patient s'est enfui. Quelqu'un le cherche-t-il ? Envoie-t-on les gendarmes ? Rien de tout ça. Ce n'est que suite aux déclarations des surveillants qu'on se met à le chercher. Le juge d'instruction chargé de l'enquête trouve ça étrange et cherche à savoir comment l'asile procède quand un patient s'évade. Il découvre que l'année précédente, un patient s'est enfui et que la gendarmerie n'a été informée que 6 jours plus tard. Et qu'elle ne l'a pas cherché. C'est le juge qui découvre qu'il est tout simplement rentré chez lui, où il est d'ailleurs encore. Le 25 avril, Estorey est arrêté. On en apprend plus sur son périple. Nous l'avons quitté s'enfuyant à bride abattue vers Compiègne après l'arrivée des gendarmes. Là, il loue une voiture, puis une autre et encore une autre jusqu'à la frontière belge. Il cherche à éviter les gares où il sait qu'on a certainement son signalement. Il se rend ensuite en Hollande. Mais là, comme en Belgique, il s'ennuie, nous dit le quotidien La Lanterne. C'est vrai qu'un meurtrier en fuite n'a pas un emploi du temps aussi débordant sitôt qu'il est en sécurité. Le Figaro, lui, écrit qu'il ne s'y sent pas en sécurité. Il se décide donc à partir pour l'Angleterre où il a jadis vécu 1 an. C'est de Londres qu'il écrit une lettre à sa famille et une autre à maître Lachaud, très célèbre avocat, pour lui demander une consultation sur son cas. Il prétend qu'il n'y a pas eu crime, mais bagarre entre lui et le fou. Il lui a sauté à la gorge et Estorey n'a fait que se défendre. L'avocat lui conseille avant tout de se rendre. Il répond à maître Lachaud pour lui dire en substance qu'il accepte de se constituer prisonnier parce que la vie errante, très peu pour lui. Mais il expose ses conditions. Pas de gendarme, pas de menottes, pas même d'agent. C'est monsieur Massé, chef de la sûreté, qui doit venir en personne le chercher à la frontière. Il ne veut pas non plus arriver à Clermont en chemin de fer, car il y est trop connu. On expose les conditions d'Estorey au ministre de la Justice, qui les accepte. Lachaud révèle donc l'adresse de son client à Thuin, en Belgique. C'est Massé qui est chargé de s'y rendre et de l'arrêter. Mais ce voyage est tenu secret, car on n'est pas tout à fait certain qu'il ne s'agisse pas d'une mystification. Le quotidien La Lanterne, qui livre tous ces détails organisationnels, souligne qu'il a fallu une surveillance absolue pour qu'il soit le premier à publier les détails de cette arrestation. Quand Massé arrive à Thuin, il trouve Estorey à l'adresse indiquée. Il est tel qu'il a toujours été, grand, pâle, barbu et vêtu de son habituel costume sombre. Il est tout à fait disposé à le suivre si ses conditions sont respectées. Massé prend donc soin de le faire descendre à la gare de Saint-Just, la station de chemin de fer avant Clermont quand on vient du nord. Un fiacre commandé d'avance les y attend. Il les conduit à Clermont où Estorey est écroué. Voilà comment un meurtrier dicte sa loi au ministre de la Justice et au chef de la police. Dans sa prison, Estorey est calme, il mange de bon appétit. Il a demandé l'autorisation de faire venir des vivres de l'extérieur, ce qu'on lui a accordé. Le journaliste du quotidien La Lanterne se demande qui paie puisque Estorey n'avait que 12 francs en poche au moment de son arrestation. Le lecteur, lui, se demande comment le journaliste peut bien détenir cette information. Tournons-nous vers le Figaro. Bien que la prison où il est enfermé soit hermétiquement close et que le gardien-chef exécute ponctuellement la consigne qui lui défend de rien laisser savoir au dehors, le journaliste affirme qu'il obtient les renseignements qu'il cherche sur ce prisonnier. Il ne dit cependant pas comment. Estorey n'est pas seul dans sa cellule du rez-de-chaussée, à gauche en entrant par la rue verte. Il y a 8 autres prisonniers avec lui. Il ne leur parle pas. Il sort quotidiennement faire quelques pas dans la cour. Il ne lit pas, écrit rarement et reste le plus souvent de longues heures assis, les yeux fixés sur le bout de son pied, regardant dans le vague. Réfléchit-il ? Il reste dans une espèce d'atonie familière aux gens de la campagne, écrit le journaliste parisien du Figaro qui visiblement s'y connaît en gens de la campagne. Estorey se couche à 8h30 et dort jusqu'à 5h du matin. Qu'il se méfie,
Il doit y avoir un journaliste sous son lit. Estorey est interrogé par la police. Il avoue le meurtre du jeune Appert, mais il prétend que pendant qu'il le conduisait à l'infirmerie de Clermont, le jeune malade a tenté de le brutaliser. C'est en se défendant et par mégarde qu'il l'a étranglé avec sa cravate. Eh oui, étrangler quelqu'un par mégarde, ça arrive. Ce système de défense est difficilement crédible quand on se souvient qu'Appert avait un bras cassé en 2 endroits. Et de quelle cravate est-il question ? C'est bien une corde que le cadavre avait autour du cou, pas une cravate. On constate d'ailleurs que le récit d'Estorey a changé. Il ne prétend plus que le jeune malade s'est enfui tandis que lui buvait un coup à l'estaminet du coin. L'affaire Estorey, comme l'appellent les journalistes, déclenche une enquête administrative. Quand M. Pellissier, inspecteur des services administratifs, rend son rapport relatif aux événements, le directeur est suspendu. Son frère médecin prend provisoirement la direction de l'établissement. Car, on l'a déjà entrevu, il y a à redire sur la direction et l'administration de l'établissement. Pour tout ce qui concerne l'enquête du juge d'instruction, je m'appuie sur un article d'Aude Fauvel intitulé « Le crime de Clermont et la remise en cause des asiles en 1880 ». Cette historienne a eu accès aux archives judiciaires. Le juge d'instruction décide d'interroger le personnel et les aliénés. Il ne demande pas au médecin si c'est possible, il le fait dans le cadre de l'enquête. Et c'est tout à fait inhabituel. Prenons l'exemple d'un malade nommé Jourdain qui travaille à la colonie agricole. Contrairement à ce qu'affirment médecin et directeur, il n'est ni calme ni convalescent. C'est un paranoïaque délirant qui prétend que des espions se cachent dans sa cheminée et qu'il est devenu fou parce qu'un appareil magique l'électrisait dans son sommeil. Il affirme aussi que les malades sont envoyés à Villers par punition. Est-ce du délire ? Non, car sur ce sujet, son témoignage est confirmé par d'autres malades plus sains d'esprit et par des surveillants. Les aliénés envoyés dans les fermes sont soit punis, soit de la main-d'œuvre très bon marché. Ce ne sont donc plus des malades sur lesquels il faut veiller, mais quelque chose comme des prisonniers à la merci du premier sadique venu, en l'occurrence Estorey. À la lecture des interrogatoires, on comprend que la violence est au cœur du fonctionnement de l'établissement. Les surveillants et les gardiens insultent les malades qui ne travaillent pas assez vite. Ils ne se gênent pas pour se moquer d'eux et les humilier. Estorey ne frappe pas que les malades, il corrige aussi les surveillants qui ne font pas ce qu'il veut. Et les surveillants frappent les employés, qu'ils soient patients ou venus de l'extérieur. Aucune de ces victimes ne témoigne en ce sens habituellement, mais les questions du juge d'instruction délient les langues. Estorey en prison pour meurtre, il ne peut plus se venger sur eux. On mesure la terreur qui règne à la ferme de Villers. Dans ces témoignages, les patients donnent tous des exemples de brutalité subie. Ils craignent particulièrement ce qu'ils appellent les douches ou les bains. Selon le directeur, c'est un moyen de traiter les patients en calmant leur esprit par l'action de l'eau froide. Il explique qu'on ne l'utilise qu'en cas d'extrême nécessité, pour calmer les furieux. Mais c'est faux. À Clermont, c'est un instrument de torture auquel Estorey et les gardiens ont souvent recours. La preuve ? Eh bien, la salle de douche de la ferme de Villers. Elle est pourvue de 2 baignoires en zinc. Chacune est recouverte d'un couvercle percé de trous qui s'adaptent sur les baignoires au moyen de crochets. Un trou plus large permet de faire passer la tête de l'aliéné, seul membre qui sort de l'eau pendant qu'on lui verse des seaux d'eau froide sur la tête. C'est le juge d'instruction lui-même qui fait cette description. Parce qu'il est très surpris. Le directeur lui a affirmé qu'on ne trouvait que des patients en fin de traitement ou paisibles dans les fermes. Pourquoi serait-il nécessaire de leur faire subir ce traitement réservé, toujours selon le directeur, aux seuls fous furieux ? Parce que, vous l'aurez compris, ce sont les gardiens qui font usage de ces douches sur les patients qu'ils martyrisent à leur guise. Les belles déclarations des médecins à la presse ou aux institutions ne sont que du vent. Avant cette affaire Estorey, on ne pouvait que les croire,
puisque les asiles sont des lieux fermés qu'ils sont les seuls à connaître avec le personnel et les malades. Grâce à cette sale affaire, le juge d'instruction et dans son sillage, les journalistes et donc l'opinion publique en apprennent plus sur ces lieux de souffrance. Pour ce qui est d'Estoret, on cherche en vain le mobile du crime. Avait-il un intérêt à tuer ce jeune malade? Non. Craignait-il une dénonciation? Non. De la part d'un fou, une dénonciation n'a pas d'importance car il n'est pas crédible. La vengeance n'est pas envisageable non plus. Pourquoi donc se donne-t-il la peine de l'étrangler? Et pourquoi lui laisse-t-il autour du cou la corde qui dénonce cette violence? C'est à se demander si Estoret n'est pas devenu fou, si, à force de frapper sans être inquiété, il ne serait pas devenu incapable de se maîtriser et incapable de mettre un frein à sa violence. Incapable aussi de comprendre désormais que la violence n'est pas une solution. Estoret comparaît devant la cour d'assises de l'Oise à partir du 15 juin 1880, soit 3 mois après son crime. Il est accusé de coups et blessures volontaires à l'encontre du malade Appert, puis d'un homicide volontaire. Le célèbre maître Lachaud est son avocat. La salle de la cour d'assises est très restreinte. On y étouffe. Pas étonnant. La curiosité est surexcitée dans tout le département de l'Oise. Les trains ont amené ce matin et amèneront ce soir des voyageurs de Clermont, Noyon, Compiègne. L'hôtel où les représentants de la presse parisienne sont descendus n'a plus une seule chambre de libre depuis 2 jours. On attend 38 témoins, 18 à charge, 20 à décharge. Sur la table des pièces à conviction, on aperçoit une grande caisse contenant les vêtements du malheureux Appert et une énorme canne qui a servi à frapper le fou. 7 gendarmes escortent Estoret à pied au milieu de la foule de la prison au palais de justice. Ils prennent place à ses côtés et derrière lui dans la tribune. L'accusé est grand et robuste. Son visage hâlé se cache en partie derrière une barbe épaisse et une chevelure en broussailles. L'œil est dur, les traits sont fortement accentués. L'ensemble du visage annonce une nature brutale, un tempérament irascible et violent. Estoret est vêtu comme un fermier endimanché, écrit le Figaro, de ce costume noir de coupe antique qu'on tire des armoires à la campagne au grand jour de l'année. Bref, il a l'air d'un plouc. Le portrait d'Estoret, Albert Joseph Auguste de ses prénoms, se précise. Né dans le Nord en 1830, il vient d'une famille désormais fixée en Belgique. Il est gérant ou chef de culture de la ferme de Villers-sous-Erquerie depuis 17 ans. Il a toujours satisfait ses chefs et passe pour consciencieux, mais aussi pour brutal. Si on ajoute qu'il a été nommé maire en 1870, on comprend que l'homme est craint, par le personnel comme par les aliénés. Interrogé, Estoret reconnaît qu'il frappait les fous, mais, dit-il, jamais avec des bâtons, seulement des gifles. On peut bien donner des gifles quand même. Le président lui fait remarquer qu'Appert avait 2 fractures au bras et que le médecin légiste affirme qu'il est mort étranglé. C'est plus que des gifles tout de même. Estoret nie l'étranglement et affirme qu'on ne peut pas diriger les aliénés sans les frapper. Voici comment le président décrit la scène du 3 mars entre Appert et Estoret. Appert refuse de travailler. Estoret accourt, le traite de feignant et se met à le frapper. Estoret nie et prétend que c'est le jeune fou qui lui a sauté dessus et lui a donné de coups de pelle. Le président poursuit. Estoret se saisit d'une canne, puis d'une fourche, à l'aide de laquelle il frappe le malade à tour de bras. Les gardiens emmènent Appert vers les douches. Alors qu'il est leur prisonnier et hors d'état de se défendre, Estoret le poursuit en le frappant toujours sur la tête avec la fourche. Le malheureux est couvert de sang et de plaies. Il jette des cris horribles en demandant pardon. Il veut protéger sa tête de son bras gauche. Mais la fourche s'abat dessus si fort qu'elle le brise. Les os en sont broyés. Estoret continue à frapper et lui fait donner la douche malgré ses supplications, jusqu'à 5 seaux d'eau glacée, sans le moindre avis médical. Quand Appert sort de la salle de bain, transi, presque mourant avec son bras mutilé et déjà enflé,
Estorey appelle un gardien et lui dit de soigner le blessé avec de l'alcool camphré. Pendant 5 jours, le malheureux ne reçoit pas d'autres soins. C'est le gardien à l'avant qui prévient Estorey que la gangrène gagne le membre blessé. Il faut le conduire à l'infirmerie de l'asile, il ne veut pas avoir la mort du gamin sur les bras. Alors le 8 mars à 5 heures du soir, Estorey part avec Appert dans sa voiture, disant qu'il va à Clermont. Mais il se dirige dans la direction contraire en emportant une corde et une bêche. Il revient 1 heure plus tard en disant que le malade s'est enfui. Il l'a en fait étranglé puis enterré. Estorey nie tout, y compris d'être parti dans la mauvaise direction. Parmi les témoins interrogés, Auguste Labitte, directeur au moment des faits, révoqué depuis. Il témoigne en faveur d'Estorey, en qui il a toute confiance, même s'il reconnaît sa violence. On en conclut que le directeur de l'asile d'aliénés de Clermont trouve normal qu'un homme violent ait la responsabilité d'un nombre considérable de malades. Qu'il trouve par exemple normal que cet homme fasse déshabiller un épileptique pour ensuite le poursuivre dans la neige avec un fouet à la main. Il s'agissait de punir cet homme pour son évasion. « On fait toujours comme ça », explique Estorey au président. « On corrige les aliénés. » C'est ainsi qu'environ 1 an avant le meurtre d'Appert, un malade est transféré d'urgence à l'infirmerie de Clermont car Estorey l'a gravement blessé à la tête à coups de bâton. Pourtant, Estorey répond au président qui le questionne sur la violence que s'il avait été aussi violent que ça, on ne l'aurait pas gardé. Ce genre de correction n'inquiète donc pas la direction. L'enquête du juge d'instruction a prouvé que les 2 frères n'ignoraient rien de ces violences. C'est tellement habituel que bien que la scène du 3 mars ait eu lieu en présence de plusieurs dizaines de témoins, aucun n'a jugé bon d'en parler à la direction. Le président du tribunal demande quand même à l'ex-directeur s'il savait qu'on frappait les malades. Il répond que oui, mais que certains épisodes sont exagérés. La défense fait comparaître une collection assez rare de maires de toutes les communes avoisinant celle qu'Estorey administrait. Ils viennent déclarer qu'il est le meilleur des maires, le plus parfait des hommes, le plus honnête, le plus estimé, le plus aimé, un agneau en somme. Dans sa plaidoirie, l'avocat général n'est pas sensible au portrait et demande l'application implacable de la loi à cause de l'horreur du crime et de la situation de gardien-chef qu'Estorey occupait. Le célèbre avocat de la défense parvient à émouvoir le jury et à gagner les circonstances atténuantes. Estorey sauve sa tête et est condamné aux travaux forcés à perpétuité en Nouvelle-Calédonie. Fin de cette sale affaire ? Pas tout à fait. L'affaire Estorey aurait pu rester un sordide fait divers comme les autres. Mais grâce à l'enquête et au procès, elle provoque l'intérêt de l'opinion publique pour les asiles et leurs pensionnaires. Les médecins ne sont plus les seuls à donner leur avis sur le fonctionnement de ces établissements. Les journalistes s'en prennent à la loi de 1838 qui n'a pas amélioré le sort des malades, mais augmenté leur nombre. Albert Wolff, dans Le Figaro, écrit que c'est le moment où jamais, avant que 24 heures après le verdict, l'affaire ne soit oubliée, de voir un peu ce qui se passe derrière les murs où l'on enferme les fous. Les murs n'ont pas d'oreilles. Il a fallu un assassinat pour que la conscience publique révoltée apprenne de quel pouvoir féroce est armé un homme placé à la tête d'un asile. Le journaliste fulmine contre les témoins du tabassage d'Appert et de sa détention. Face à une scène révoltante qui indignerait le dernier des orang-outans, pas un pour prévenir les gendarmes ou même la direction. Tas de lâches. Estorey puni, ce n'est que justice. Mais qu'en est-il des cannibales qui exécutent les ordres sauvages de leur chef ? Est-il donc normal de casser les bras des pensionnaires ? Dans les maisons de fous, on peut impunément rosser les malades, leur appliquer le supplice de la douche sans ordre de médecin, les mutiler sans qu'il y paraisse. Ces mauvais traitements sont si habituels qu'ils n'indignent plus. N'y a-t-il donc personne pour demander des comptes ? Un aliéné ne vaut pas plus qu'un chien qu'on chasse d'un coup de pied. Les maisons de fous ne sont pas assez surveillées par l'État à qui incombe la tutelle des aliénés. Si elle était correctement exercée,
un estorel n'aurait pas l'infernale cruauté de casser le bras d'un fou et on n'attendrait pas pour le juger qu'il ait tué et enterré sa victime. Il convient de pousser un cri d'effroi sur le régime qui gouverne les hospices des aliénés. Durant la Révolution, on a fait sortir de la Bastille quelques condamnés enfouis dans des caves. Mais aucun gouverneur de la Bastille n'a jamais rossé, douché et mutilé ses prisonniers. Et s'il l'a fait, la monarchie a payé les bras cassés depuis bientôt un siècle. Il n'est pas logique que le gouvernement de la République célèbre par des fanfares et des lampions la date où 3 vieux barbus persécutés ont été libérés par le peuple et qu'il assiste tranquillement au régime des maisons de fous où l'on casse les bras aux malades emprisonnés. Elles sont de nouvelles Bastilles. Tout est à recommencer. On le comprend sous la plume de ce journaliste, les asiles sont devenus un problème national. Le journaliste du quotidien L'Événement, quant à lui, fustige la dynastie des Labitte qui dirige de père en fils l'établissement de Clermont-de-Loise dont ils sont propriétaires. Une propriété princière, car pauvre refuge établi en 1790 dans un vieux couvent perdu au milieu de la forêt de Èze par Labitte Ier, cet asile, qui en 1832 ne renfermait que 20 aliénés des deux sexes, en abrite aujourd'hui, sous Labitte III, près de 1500, 800 hommes et 700 femmes répartis sur un immense domaine de 550 hectares. La profession de propriétaire d'asile, on le voit, n'est pas à dédaigner. Les directeurs ont passé contrat avec divers départements limitrophes. La Somme, la Seine-et-Oise, la Seine-et-Marne et une partie de la Seine, c'est-à-dire Paris, leur confient leurs aliénés indigents. Car il faut beaucoup d'indigents pour gagner de l'argent avec les quelques francs versés par les départements, et beaucoup d'indigents pour travailler à la productivité des fermes. On comprend mieux l'aisance de cette dynastie de tortionnaires qui règne sur rien moins que des bagnes. Cette virulente campagne de presse est à son apogée dans le quotidien La Lanterne, 3e journal français par son tirage à l'époque. Il ne surfe pas sur la vague du problème asilaire qui serait devenu à la mode. Entre le 23 octobre et le 29 novembre 1879, il a déjà publié 30 articles sous forme de lettres dénonçant les conditions de vie des fous. À cette date, La Lanterne est le fer de lance de l'anti-aliénisme. Voici en substance ce qu'il dénonce. L'aliénisme n'est fondé sur aucun savoir scientifique et les psychiatres sont même incapables de définir la folie. Des individus sains d'esprit peuvent être enfermés, en particulier les fous lucides, une catégorie aux frontières très floues. J'ai personnellement rencontré au cours de mes recherches le cas d'un jeune homme enfermé au XIXe siècle à l'asile de Clermont pour onanisme, c'est-à-dire masturbation. J'ai lu ses lettres désespérées à sa sœur pour le sortir de là. La loi de 1838 est un moyen pour les familles de se débarrasser d'un membre encombrant. Lisez à ce sujet l'affaire Rouille de Yannick Ripa sur une femme internée par son demi-frère durant 14 ans. La référence est en description de cet épisode. Ne sachant pas définir l'aliénation, les aliénistes ne peuvent bien sûr pas la soigner. Ce qu'ils font dans les asiles tient de l'expérimentation, pas du soin. Pire, ils abusent de leur autorité absolue sur les malades, n'hésitant pas à prescrire de mauvais traitements pour dresser les plus récalcitrants. N'oublions pas qu'ils ne les administrent pas eux-mêmes. Ce sont ce que la Lanterne appelle des rustres mal dégrossis qui forment le personnel recruté sur place qui s'y colle. Ils prennent plaisir à pratiquer des sévices sur plus faibles qu'eux. Pour qu'un journal d'une telle audience se consacre ainsi à ce sujet, c'est qu'il est capital pour lui, mais aussi qu'il intéresse les lecteurs. Il trouve donc un sujet idéal dans l'affaire Estorey. Mais il ne se fait pas d'illusions. Il est alors impossible de réformer la loi de 1838 qui permet tous ces abus. Et de fait, elle ne le sera qu'en 1990. Par ailleurs, en 1885,
soit 5 ans après cette sale affaire, Georges Labitte est élu à l'unanimité à la Société médico-psychologique, preuve que l'affaire Estorey n'a en rien entamé la réputation de Clermont, toujours cité comme modèle français dans les congrès de médecine mentale. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce aux sites Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.